Salut les amis. Nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile ? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pantacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés.
vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient pas s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congelions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? Tu tombes directement au cœur du trou noir et tu te prépares à une triste fin. Eh bien, ce n'est pas si sûr. Tomber dans un trou noir ne te tuera pas forcément, ni ne détruira ton vaisseau spatial. Mais tu devras choisir un trou noir de grande taille pour espérer survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, son horizon des événements est trop étroit, et la gravité augmente à chaque centimètre vers le bas. Donc si tu mets ton bras en avant, la gravité au niveau de tes doigts sera beaucoup plus forte qu'au niveau de ton coude. Ta main va donc s'allonger et tu ressentiras une certaine gêne, voire une atroce douleur. Mais ce n'est pas la même histoire si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est large et la gravité n'y change pas aussi rapidement. La force que tu ressentiras sur tes talons et au sommet de ta tête sera donc à peu près la même et tu pourras aller jusqu'au cœur du trou noir. Et voilà, ce mythe a été déconstruit. Le suivant prétend que nous pouvons sauver la Terre d'un astéroïde géant en le faisant exploser avant. Le scénario est le suivant. Un vaisseau spatial atterrit à la surface de l'astéroïde. Une équipe d'astronautes y perce rapidement un trou, y laisse un colis piégé et s'envole. Et puis, boum! L'astéroïde va effectivement se briser en plusieurs morceaux, mais va poursuivre sa course vers la Terre. De gros morceaux vont tomber sur notre surface, causant de gros dégâts. La mission est un échec. Pour sauver la Terre, nous avons effectivement besoin d'un gros boom.
Non pas à l'intérieur de l'astéroïde, mais juste au-dessus de sa surface. Lorsque le boom se produira, la force de l'explosion poussera l'astéroïde légèrement vers le bas. Même un léger changement de trajectoire serait suffisant pour que l'astéroïde passe au large de la Terre. Mission accomplie. Oh, et si on provoquait un gros boom sur un astéroïde, on ne pourrait pas en entendre le bruit. Dans les films, on entend toujours le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace. Mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage à cause des vibrations des molécules. Une personne applaudit à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour propager le son, il faut des molécules comme celles de l'air ou de l'eau. Dans notre atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide, donc il n'y a rien. Tu peux taper bruyamment des mains, il n'y aura tout simplement pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Encore un mythe sur les astéroïdes. Il va falloir aller un peu plus loin que l'orbite de Mars. Nous voilà dans une ceinture d'astéroïdes et nous devons constamment esquiver des rochers géants et des blocs de glace. Nous sommes entrés dans un nuage dense d'astéroïdes. En fait, non. Il s'avère que l'espace est immense et que les distances y sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Il n'y en a donc vraiment pas tant que ça. Pour comprendre la taille du vide dans l'espace, prenons le cas de la collision entre deux galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Un autre mythe est que la gravité nulle existe dans notre orbite. Imagine que tu sois dans une énorme boîte à 16 km dans les airs. Maintenant, on lâche la boîte et elle commence à tomber. Tu tombes en même temps que la boîte à la même vitesse. Et là, c'est comme si tu ressentais une gravité zéro. La même chose se produit en orbite. La Station spatiale internationale se trouve à 400 km au-dessus de la Terre. Et elle tombe continuellement, non pas sur la surface de la planète, mais autour d'elle, dans son orbite. Sa vitesse est d'environ 7,6 km par seconde. Elle pourrait traverser les États-Unis de la côte ouest à la côte est en seulement 8 minutes. Les astronautes y expérimentent la même chose. Ils tombent avec l'ISS à cette même vitesse. Maintenant, regardons la Lune. Elle ne nous montre toujours qu'une seule face. Cela signifie-t-il que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil n'y parviennent jamais? Non, c'est encore un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. Mais il se trouve que cette rotation est parfaitement synchronisée avec celle de la Terre. Donc, quand tu regardes la Lune, tu n'en vois toujours qu'un seul côté. Bien qu'il y ait des jours où le Soleil y brille aussi, ce n'est pas la face cachée mais la face opposée. Nous avons même des photos de cet endroit. Et on y trouve l'un des plus grands cratères de tout notre système solaire, le bassin du pôle sud, Aitken. Il est aussi large que 2 fois le Texas. Un des mythes qui s'est avéré être faux est que les humains ne sont jamais allés sur la Lune. Voici la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci là-bas. En fait, si, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes ne les ont pas emportés quand ils ont quitté la Lune. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même arraché les accoudoirs des sièges dans le module lunaire pour réduire son poids. Aujourd'hui, le poids total des déchets humains sur la Lune est d'environ 187 tonnes, comprenant plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, des étages de fusées et des sondes lunaires. C'est l'équivalent de 3 Boeing 737. Le mythe suivant concerne l'été. Il stipule que la saison chaude arrive parce que la Terre se trouve à sa distance la plus proche du Soleil sur une année. Le Soleil réchaufferait alors davantage notre planète et viendrait le moment d'aller à la plage. Ce n'est pas vrai. Traçons un axe à travers notre planète. Elle est légèrement inclinée d'un côté. L'hiver arrive lorsque l'axe de notre planète est incliné loin du Soleil. Mais au fil du temps, l'axe s'incline vers l'étoile chaude. Ses rayons brillent alors sous un angle tel qu'il fait plus chaud. Il est vrai cependant que la Terre se trouve à différentes distances du Soleil selon la saison. C'est parce que notre orbite n'est pas un cercle parfait, mais légèrement aplati. Autrement dit, une ellipse. Normalement, la distance à notre étoile est d'environ 150 millions de kilomètres. Mais cette distance peut varier de 5 millions de kilomètres selon le point de notre orbite où nous nous trouvons. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. Allons voir de plus près pour le constater.
Tu regardes par la fenêtre et... il est blanc. Le soleil ne nous apparaît jaune qu'à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment la lumière de l'étoile. Toutefois, les étoiles existent bel et bien en différentes couleurs. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vive. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le soleil se trouve à peu près au milieu de ce spectre. Tu as aussi entendu dire que si tu enlèves ta combinaison spatiale dans l'espace, tu vas exploser comme un ballon. Eh bien, nos corps sont conçus pour fonctionner sous la pression de l'atmosphère. Mais l'espace est un vide. Imagine un énorme tonneau en métal, duquel on a aspiré tout l'air qu'il contenait. Ajoute à cela une température de moins 270 degrés Celsius et tu obtiens les conditions de l'espace. Si tu te mets dans ces conditions, toutes les poches d'air de ton corps, comme tes poumons par exemple, commenceront à se dilater. Tu pourrais donc vraiment exploser comme un ballon si tes tissus n'étaient pas aussi élastiques. Mais ils s'étirent et se plient, si bien que tu gardes la forme de ton corps. Tu auras assez d'oxygène dans ton corps pour tenir environ 20 secondes. Ensuite, ton cerveau commencera à manquer d'oxygène et tu t'évanouiras. Tu n'exploseras donc pas et tu ne gèleras même pas, car tu seras dans le vide qui ne conduit pas la température. L'eau conduit très bien la température par exemple, si bien que tu en ressens le froid instantanément, tandis que tu te sens mieux dans l'air à la même température. Si tu es dans le vide de l'espace, la température très basse ne sera pas un problème pour toi. Le rayonnement solaire est bien pire. Sur Terre, nous avons un bouclier contre les radiations, sous la forme d'une atmosphère qui bloque les rayons nocifs. Dans l'espace, tu serais sans défense. Enfin, entre l'absence d'air, les températures froides et les radiations, tu n'auras vraiment plus que l'embarras du choix. Un autre mythe est lié au téléphone portable. Les gens pensent que lorsque tu composes le numéro de ton ami, ton téléphone envoie un signal dans l'espace, qu'il y a tout un tas de satellites qui captent ton signal et le reflètent comme un miroir directement dans le téléphone de ton ami. Non, ce n'est pas vrai. Toutefois, il existe dans le monde des téléphones satellites qui fonctionnent de cette façon. Mais lorsque tu passes un appel sur un téléphone cellulaire, ton signal est transmis par un système de tours cellulaires de l'une à l'autre jusqu'à ce qu'il atteigne le téléphone de ton ami. Certes, il n'y a rien de plus excitant qu'une bataille spatiale pleine de lasers qui traverse l'obscurité du vide intersidéral et provoque de joyeuses flambées. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe quand quelque chose explose dans l'espace. Celui-ci est essentiellement vide, ce qui signifie qu'on n'y trouve pas d'oxygène comme sur Terre. Et l'oxygène est une composante indispensable de tout processus de combustion. Tu vas me dire que les étoiles brûlent et explosent en supernova, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Les étoiles ne consomment pas d'oxygène, elles ne brûlent donc pas, mais elles sont le théâtre de constantes réactions thermonucléaires. Un vaisseau spatial ne pourrait par conséquent exploser de cette manière que s'il transportait une centrale nucléaire. Sans ça, la seule chose que tu verrais serait un bref flash, se dissipant en un clin d'œil. L'oxygène liquide, qui se trouve souvent à bord des navettes spatiales, brûle extrêmement vite dans le vide de l'espace. Quant au boom, l'oxygène joue là ici aussi un rôle crucial. Le son ne voyage que grâce aux molécules d'air qui se heurtent entre elles. Comme il n'y a pas d'air dans l'espace, l'endroit est absolument silencieux. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Imagine comme le soleil serait assourdissant si le son pouvait voyager dans l'espace. Malgré ce que beaucoup de réalisateurs de science-fiction veulent nous faire croire, la Lune n'a pas de face sombre. Notre satellite a subi un verrouillage gravitationnel, ce qui signifie qu'il est toujours tourné vers nous d'un seul côté. Le Soleil est beaucoup plus éloigné de nous que la Lune, et nous tournons avec elle autour de lui, réchauffés et éclairés de toutes parts successivement. Cela veut dire qu'une fois de temps en temps, chaque face de la Lune se voit éclairée par le Soleil. Seulement, nous ne pouvons en apercevoir qu'une seule. Alors que les choses semblent en apesanteur dans l'espace, il y a en vérité de la gravité partout. Plus on s'éloigne d'un objet lourd, comme notre planète, plus elle s'affaiblit, mais elle est toujours présente. En fait, il n'y a pas un seul endroit dans l'univers qui ne soit affecté par la gravité de tel ou tel objet cosmique. Tout ce qui a de la masse possède de la gravité. Oui, même toi et moi. Mais les objets dans l'espace sont si massifs qu'ils tirent vers eux les choses plus petites. C'est pourquoi les planètes du système solaire tournent autour du Soleil et pourquoi notre galaxie, la Voie lactée, tourne autour de son propre centre. Les scientifiques pensent qu'il y a là un trou noir supermassif, environ 4 millions de fois plus lourd que le Soleil, qui empêche toutes les étoiles et tous les systèmes de s'écarter les uns des autres. Nos héros de cinéma quittent l'orbite de Mars, à bord de leur fidèle navette spatiale et se dirigent vers Jupiter. Ils ont des visages graves et résolus, car ils savent qu'une menace les attend. La ceinture d'astéroïdes.
Ils manœuvrent du mieux qu'ils peuvent, esquivant de justesse les astéroïdes qui volent à grande vitesse vers eux, mais l'un d'entre eux les touche quand même. Bon, ce n'est qu'une égratignure, fort heureusement. En bout de compte, nos héros quittent cette dangereuse zone et épongent la sueur de leur front d'une main tremblante. Cela te semble familier ? Eh bien, ça ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Les astéroïdes de la ceinture situés entre Mars et Jupiter sont si peu nombreux et si éloignés les uns des autres que si tu devais un jour passer par là, il est possible que tu n'en aperçoives pas un seul sur ton trajet. Il y a environ 1,5 million de roches spatiales de taille significative dans cette ceinture, à un demi-million près. Mais n'oublions pas que l'espace est vaste, il y a toujours une distance de plusieurs millions de kilomètres entre deux astéroïdes importants. Du coup, une course-poursuite entre deux vaisseaux se faufilant entre des roches suspendues dans le vide ne serait pas aussi amusante qu'on veut nous le faire croire. On décrit souvent l'espace comme un endroit sombre, froid et désolé, surtout lorsqu'un astronaute de cinéma quitte la sécurité de sa navette. Et tout cela est correct, sauf pour le froid. Cela ne serait vrai que si tu te retrouvais dans un coin très éloigné de notre galaxie, sans étoiles à proximité. Mais si tu es, par exemple, en orbite autour de la Terre et directement face au Soleil, la température dans le vide cosmique se rapproche des 120 degrés. Voilà pourquoi les combinaisons spatiales sont blanches. Cette couleur reflète mieux la lumière que toutes les autres. Cependant, tu pourras littéralement avoir très froid dans le dos si celui-ci n'est pas exposé aux rayons du Soleil. La chaleur ne se propage pas de manière égale dans l'espace, et si tu n'es pas tourné vers une source de chaleur, tu auras froid, très froid. Et puisqu'on parle du Soleil, il apparaît toujours jaune dans les films, mais la couleur que nous voyons depuis la Terre est en réalité une illusion d'optique créée par l'atmosphère de notre planète. Tout comme pour le ciel bleu pendant la journée. La lumière du Soleil se répand dans l'atmosphère et se distord, ce qui donne des spectacles colorés à l'aube et au crépuscule. Dans le vide de l'espace, il n'y a rien qui puisse réfracter la lumière, de sorte que le Soleil apparaît tel qu'il est vraiment, blanc. Et oui, cette boule de gaz incandescent est aussi chaude que ça. Il y a un éclair intense dans le ciel, suivi d'une traînée de fumée, et une roche spatiale brûlante vient s'écraser sur le sol, laissant un énorme cratère carbonisé après l'impact. Bien qu'il y ait eu du vrai dans cette traînée de fumée et ce cratère, les météorites ne peuvent pas atteindre de si hautes températures pendant leur chute. Une météorite est un astéroïde qui, pour une raison ou pour une autre, est entré dans l'atmosphère terrestre et a suffisamment résisté à sa friction pour toucher la surface. Cela arrive assez souvent, mais nous apercevons rarement ces roches car elles sont en général très petites et tombent dans des zones inhabitées. Mais même si un de ces bolides tombait sur une ville, son cratère aurait pour cause sa vitesse et non sa chaleur. Elles deviennent très chaudes à cause de la friction, mais pas au point de tout brûler au sol lors de l'impact. Bien que nous adorerions croire qu'une communication instantanée entre les navettes spatiales et les planètes soit possible, ce n'est pas le cas. Du moins pas encore. Les systèmes de communication modernes reposent sur les signaux radio et ceux-ci sont assez lents en regard des vastes étendues de l'espace. Il faudrait des années pour qu'un tel signal parcourt ne serait-ce qu'une année-lumière. Alors imagine ce qu'il en serait pour des centaines et des milliers. Si tu voulais envoyer un message vers une galaxie très lointaine, il te faudrait attendre quelques millénaires avant qu'il n'arrive, puis quelques autres milliers d'années avant de recevoir une réponse. Et l'espace n'est pas aussi encombré et rempli d'événements qu'on le présente au cinéma. C'est un endroit plutôt désert, où les planètes, les étoiles et les autres objets sont séparés par des milliards de kilomètres de néant. Même si tu avais un vaisseau spatial pouvant voyager à la vitesse de la lumière, la plupart du temps, tu ne verrais qu'un vide noir constellé d'étoiles et de planètes très lointaines. Les distances sont immenses, même entre les objets les plus proches les uns des autres. Pour mieux comprendre, la Lune, que tu peux si bien voir par une nuit claire, se trouve à environ 384 400 km de nous. Cela représente presque 10 fois la circonférence de la Terre. Les moteurs à distorsion peuvent déformer l'espace-temps et te faire atteindre un coin éloigné d'une autre galaxie en un clin d'œil. C'est un des éléments de base de la fiction spatiale. On voit toujours les vaisseaux spatiaux, capables d'une telle prouesse, accélérer instantanément de 0 à plus vite que la lumière. Selon les lois de la physique, les passagers devraient au moins se sentir écrasés dans leur siège. Plus précisément, personne ne pourrait survivre à une telle accélération parce que la gravité serait immense pour le corps humain. Tant que nous n'aurons pas trouvé un moyen de réduire ces effets délétères, il est inutile de songer aux moteurs à distorsion. L'eau n'est pas la ressource la plus rare et la plus précieuse de l'univers. En fait, il y a un énorme nuage à plusieurs millions d'années-lumière de nous et il est entièrement constitué d'eau. Ces réserves seraient suffisantes pour remplir nos océans 140 billions de fois. Et de nombreuses planètes, certaines même dans notre système solaire, semblent renfermer de l'eau liquide. La ressource la plus précieuse dans l'espace est la vie, et un grand nombre d'éléments sont nécessaires à son apparition, pas seulement l'eau liquide.
On voit souvent les astronautes s'entraîner sur l'ISS et les vaisseaux spatiaux de science-fiction. Et c'est vrai, ils ont besoin d'activité physique. Mais ce n'est pas parce qu'ils doivent être très forts pour travailler dans l'espace. La gravité y est beaucoup plus faible et les astronautes n'utilisent pas autant leurs muscles que sur Terre. Alors quand ils redescendent, la gravité les rattrape implacablement et ils se sentent extrêmement faibles. C'est pour atténuer ces effets qu'ils s'entraînent tous les jours. On dit souvent qu'il est possible de voir des millions d'étoiles par une belle nuit claire, mais c'est loin d'être vrai. On peut en compter environ 3000. Les autres points brillants que tu vois sont des objets lumineux que l'on confond avec des étoiles, des planètes, des galaxies lointaines et même des satellites artificiels. Ces objets sont tout simplement illuminés par de vraies étoiles ou par la Lune et deviennent visibles. Mais parce qu'ils sont si loin de nous, on n'arrive pas à savoir s'il s'agit ou non d'étoiles. Mais c'est quand même plutôt cool, il faut bien l'admettre.